Bienvenue sur TFM, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, coup de filet spectaculaire de la Marine nationale, 2975 kg de cocaïne saisie la nuit du 26 au 27 novembre dernier. 10 membres de l'équipage arrêtés, la valeur estimée de la poudre blanche, 125 milliards de francs CFA. Le navire contenant la drogue a été arraisonné par un patrouilleur de haute mer de la marine sénégalaise. On vous explique tout dès le début de cette édition. Incendie au marché Petersen, plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. L'origine du sinistre n'est pas connue, reportage à suivre. À Saint-Louis, plus de 15 000 personnes impactées par l'avancée de la mer dans la Langue de Barbarie. Elles seront relogées dans les meilleurs délais, promet le nouveau ministre des collectivités territoriales en visite dans le nord du pays. 13 milliards de plus pour le ministère des Sports, budget voté par les parlementaires. Le ministre des Sports a annoncé la création d'une agence de gestion des infrastructures sportives et la fin de l'exploitation gratuite de l'arène nationale par les promoteurs de lutte. Ces derniers sont vent debout. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Coup de filet spectaculaire de la Marine nationale, 2975 kg de cocaïne saisie dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier. Un patrouilleur de haute mer a arraisonné un navire contenant la poudre blanche, valeur estimée à 125 milliards de francs CFA. Les membres de l'équipage, au nombre de 10, ont été également arrêtés. Explication, Ibrahima Khan. C'est une saisie record que vient de réaliser la marine sénégalaise grâce à un de ses patrouilleurs de haute mer. Près de 3 tonnes de cocaïne interceptées dans un navire à 150 km au large de Dakar. C'était dans la nuit du 26 au 27 novembre. L'équipage, au nombre de 10 personnes, a été arrêté. Il y a une opération d'interception qui a été menée dans la nuit du dimanche au lundi. Voilà, qui nous a permis de procéder à l'interpellation d'un équipage de 10 personnes à bord d'un remorqueur et qui transportait de la cocaïne. Donc l'opération s'est passée dans les eaux internationales. Voilà, le navire a été arraisonné et ramené à Dakar pour la poursuite du travail. Il y a un peu moins de 3 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, donc très exactement 2975 kg qui ont été saisis. Selon la marine sénégalaise, le navire était en transit au Sénégal. La valeur de la marchandise est évaluée à plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Le prix moyen sur 2023 du gramme de cocaïne est évalué entre 42 000 et 96 000 francs CFA. Donc si on se met sur le prix le plus bas, donc 42 000, donc à peu près 3 tonnes, on dépasse largement 125 milliards de francs CFA. Donc ça donne à peu près une idée de la valeur du produit. Le Sénégal, une zone de transit de la drogue qui se confirme au fil des mois. Déjà, en janvier, plus de 800 kg de cocaïne avaient été saisis au large de Dakar. Merci Ibrahima. L'organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques trouve exorbitant le montant des flux financiers illicites qui s'élève à 80 milliards de dollars américains, un chiffre donné par la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Suivant là-dessus, Mansour Abdou Majib Gueye, président de la Chambre des entreprises publiques, avec Thioromar Diaye. La conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a estimé le montant des flux financiers illicites en 2020 à 88 milliards de dollars américains, ce que l'Afrique perd dans ce domaine. Nous avons estimé qu'il fallait prendre en charge cette question et voir dans quelle mesure les États ont mis en place des dispositifs qui sont pertinents, efficaces pour permettre de lutter contre ce phénomène-là. Au sortir de cet atelier, les différents pays vont élaborer le rapport national. Après quoi, nous allons nous réunir pour travailler sur le rapport de synthèse qui va être le rapport de la sous-région sur la question. Il y a
disons, un mode de fonctionnement qui ne peut plus prospérer, c'est le fait de recourir à des capitaux extérieurs, à l'endettement pour financer notre développement. Alors que dans nos pays, il y a une évasion fiscale qu'on aurait pu capter et mettre au service du développement. Avoir un bon niveau de recouvrement, c'est la voie du développement. On ne peut pas se développer en comptant toujours sur les autres. Dans l'actualité également, un incendie s'est déclaré hier au marché Petersen de Dakar. Plusieurs dégâts matériels sont constatés. L'origine du sinistre n'est pas connue. Reportage Habib Faye. Des arbres carbonisés, des véhicules calcinés, une fumée irrespirable telle le décor du marché Petersen. L'incendie de la nuit dernière n'a rien laissé sur son passage. La cause reste pour le moment méconnue. C'est vers 1h du matin qu'on m'a appelé pour m'informer de l'incendie. Un jeune a frappé à ma porte pour me dire que ma boutique a pris feu. Pour dire vrai, c'est très dur. Vous imaginez? Plus de 100 000 personnes travaillent ici. Personne n'a pu récupérer quelque chose. Je suis ici depuis 1995. Nous avons perdu des matelas, des fauteuils, des tapis et plusieurs voitures, même des animaux. Malgré la présence des forces de l'ordre et des soldats du feu, certains commerçants ont tenté de récupérer ce qui pouvait l'être. Impossible pour eux de faire le bilan. Nous sommes tous des soutiens de famille. Nous ne pouvons pas estimer la valeur de ce que nous avons perdu aujourd'hui. J'ai investi une valeur de 800 000 francs pour avoir en retour un peu plus d'1 million. Mais le feu a douché mon espoir. Il ne nous reste qu'à récupérer la ferraille. Mon collaborateur, lui, a perdu ses 2 motos. Nous ignorons la cause de l'incendie. Du soutien, c'est ce qu'il demande. Nous invitons tout le monde sans exception à venir nous aider. Nous sommes des croyants et nous acceptons la volonté divine. Dieu est grand, peut-être qu'il nous réserve des lendemains meilleurs. Mais si les autorités peuvent nous venir en aide aussi, ce serait bien, car nous avons beaucoup perdu. Si Dieu nous donne une vie et une bonne santé, qu'on nous laisse poursuivre nos activités. Ici pour avoir de quoi nourrir nos enfants. Aucune perte en vue humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Plusieurs commerçants ont vu leur investissement réduit en cendres. Le ministre des collectivités territoriales en visite dans le nord du pays annonce le relogement dans les mois à venir de plus de 15 personnes touchées par les changements climatiques dans le site de Djougoup. Pour rappel, en 2018, la furie des vagues avait occasionné beaucoup de dégâts dans la langue de Barbarie notamment. Voici Modou Diagne Fada. Nous avons commencé notre visite de ce matin par la digue. Déjà inauguré par le chef de l'État, le président de la République Macky Sall. Nous étions partis pour suivre un peu comment se comportait encore la digue. Après cela, nous sommes ici à Djougoup et au moment où nous vous parlons, nous avons près de 92 logements et qui peuvent être occupés par leurs propriétaires. Nous avons aujourd'hui une centaine de logements. D'ici quelques mois, nous devrions en avoir plusieurs autres. Une partie est déjà là. Ceux qui sont restés sur la langue de Barbarie, les autorités administratives sont en train de discuter avec elles. Et on verra dans l'avenir ce qu'il faudra faire. Mais en tout cas, le projet à la fin devrait permettre à plus de 15 000 personnes d'être relogés dans d'excellentes conditions. Tout autre chose, le docteur Chertidiane Gadio rentre à Dakar avec sa distinction décernée par le Forum euro-africain en Espagne, un prix symbole d'innovation et de leadership. Maïmouna Ndiaye. Avec ce prix, des amis et sympathisants, camarades de parti, ils sont venus accueillir le panafricaniste à sa rentrée d'Espagne avec ce prix décerné par le Forum euro-africain. Un moment fort. J'ai été très touché par le geste et M. Bazi Tapsoba
est le grand patron de ce forum euro-africain. Et ensuite, il a travaillé avec M. Guillermo de Jorge. Et ensuite, nous avons eu l'honneur d'avoir l'aide de camp du roi d'Espagne qui est venu et l'adjoint au maire de la ville de Cadiz, qui est une ville très célèbre, une ville d'Andalousie, très proche du Maroc et très proche de l'Afrique au total. Donc c'était une rencontre pleine de symboles et j'ai été personnellement très touché par le fait qu'ils ont pensé qu'ils devaient me distinguer en matière de leadership, en matière d'innovation et en matière de progrès pour les peuples. Afrique-Europe, une vision, un combat qui inspire le leader de Louis Jotjotna. Les décorations, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est le symbole qui est derrière. Parler d'Afrique-Europe et décorer un Cheikh Tidiane Gadio, tout le monde sait le combat que j'ai mené toute ma vie, toute ma jeunesse et toute ma vie adulte pour que l'Afrique soit respectée, que l'Afrique soit considérée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un continent incontournable dans ce monde. Et c'est ce que j'ai dit en dédiant d'abord mon prix aux femmes sénégalaises et aux femmes africaines. De l'esclavage à la colonisation, à la néocolonisation, les femmes africaines sont restées debout, elles sont restées résilientes. Par cette distinction, Dr Cheikh Tidiane Gadio appelle la jeunesse à plus de mobilisation pour faire de l'Afrique une puissance mondiale. Parlons maintenant de la campagne arachidière. Les opérations risquent d'être compliquées pour la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transformateurs. La Fédération réclame à l'État du Sénégal une dette de 71 milliards de francs CFA. Cheikh Tall porte leur parole. Une enveloppe approximativement de 71 milliards aux opérateurs. On attend cette manne financière pour pouvoir vraiment dérouler cette campagne. C'est sur cette base seulement que la banque pourra faire des financements et également les opérateurs pourront effectuer des achats de graines. Oui, on a donné la date du démarrage de la campagne pour le 30 novembre et que le prix proposé est de 280 francs comme prix plancher. Et ce prix est un prix plancher, c'est juste pour protéger le producteur. Ce prix va servir au niveau du marché. C'est le marché qui déterminera le prix exact. C'est-à-dire si on ouvre les exportations, si également les semenciers achètent des graines, et également les opérateurs vont acheter pour livrer les usines. À partir de ce moment-là, les prix pourront évoluer compte tenu de la loi du marché. Oui, nous proposons, nous donnons tout simplement des conseils aux huiliers de pouvoir respecter les engagements, c'est-à-dire payer les factures dans les 72 heures maximum. Ça, vraiment, c'est la livraison directe, c'est la livraison carré-usine. On n'a pas besoin d'attendre 1 ou 2 semaines pour pouvoir payer. Également, faire tout pour que les camions puissent décharger à temps, c'est-à-dire éviter les attentes longues, juste les attentes durables. Plus de 500 hectares de culture de céréales, c'est la superficie emblavée cette année par les membres de la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé et ceux des autres zones d'intervention de la Sodagri. Le riz et le maïs sont les deux spéculations cultivées par ces producteurs. La Sodagri s'attend à une belle moisson. Abdoulaye Diallo. Avec près de 500 hectares de culture emblavée, la Sodagri est en phase de devenir le premier contributeur national en matière de céréales. Globalement, dans notre zone d'intervention, c'est-à-dire de Ziguinchor jusqu'à la région de Kédougou, on est aujourd'hui à 212 000 hectares emblavés pour le riz. Donc pour le maïs, avec le programme maïs hybride et le programme maïs Obatampa avec le projet Tchersut, on est globalement à 13 000 hectares. Donc ça place la Sodagri aujourd'hui comme premier contributeur dans la production nationale, donc au niveau de tout ce qui est production donc des céréales. La particularité avec le projet Tchersut est que le maïs Obatamba, nous le faisons surtout avec les jeunes, les CRJ, les CDJ, à travers l'organe technique qui est le GIE Agrobaïdaré. Cette année, nous avons mis emblavé à peu près 3800 hectares. Les maïs ont été emblavés dans la zone, et dans les départements de Velengara, Tamba, Kédougou et Salémata par les jeunes
autogérée par les jeunes à travers les CDJ, les CRJ et aussi avec l'appui technique et organisationnel du GIE Agro-Badaré. Avec l'appui des partenaires, des dispositions sont en train d'être prises pour accroître le potentiel aménagé dans les plateaux et les bas-fonds. Alors, le bassin, c'est autour de 5000 hectares. Notre objectif aujourd'hui, c'est de refaire le bassin en neuf. Donc, on a l'AFD et l'Union européenne qui ont commencé avec le secteur G, 1200 hectares. Avec la deuxième phase du projet Cherchut, nous allons faire le secteur 1 et 2 sur 1300 hectares à peu près. Avant-hier, on a eu l'ambassadeur de la Corée du Sud qui est venu nous rendre visite pour un financement qui va se consacrer au secteur 4. Pour tirer les premiers enseignements de la campagne agricole, l'équipe de la Sodagri et ses partenaires étaient partis à la rencontre des producteurs dans les champs. Occasion saisie par ces derniers pour poser des doléances relatives aux aménagements et à des pistes d'accès. Merci Abdoulaye Mboro, une des zones de départ des candidats à l'émigration irrégulière, conscient de la problématique des responsables du CIFOP, le Centre de formation internationale pratique, ont mis en place des filières pour former les jeunes de la localité. Reportage Cheranta Diop et Latir. Le Centre international de formation pratique d'Omboro accueille des jeunes en déperdition scolaire. L'établissement se vante aussi de mettre son expertise, son savoir-faire éducatif au service des jeunes qui tentaient l'émigration clandestine. C'est un fléau. Mboro a un quai de pêche. Il est le point de départ de ces jeunes clandestins. S'il y a une alternative et espoir, c'est-à-dire avoir une formation qualifiante, ces jeunes peuvent rester et réussir au pays. Il faut multiplier ces genres d'initiatives. Donc, ce centre de formation promet d'ici 2025 de former 300 jeunes dans les techniques d'installateurs solaires. Et avec cette école-là, ça va nous donner cette possibilité d'avoir des jeunes qui sont très bien formés et qui peuvent manipuler les outils, installer normalement, suivre, réparer, entretenir. Et c'est ça qui manquait. Donc ce qui fait que les cohortes qui vont sortir à partir de ce centre vont aider en tout cas à pouvoir mieux installer, mieux suivre et mieux entretenir le matériel qui sera autour. 300 jeunes, parmi ces jeunes-là que nous accueillons, nous avons la chance d'avoir chaque fois 25% de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir des apprentis, comme des apprentis que nous formons aussi à pouvoir avoir un métier. Le directeur du Centre international de formation pratique d'Omboro dit n'avoir reçu aucun financement venant de l'État. Des partenaires suisses sont venus à la rescousse du centre de formation pour signer un partenariat dans le domaine de l'énergie renouvelable. Merci Cheranta. Éducation à présent et la promotion de l'excellence à Kaffrine. 29 élèves qui se sont illustrés cette année ont été primés par l'inspecteur d'académie de Kaffrine. Une bonne occasion de promouvoir l'excellence dans cette partie du pays. Nous l'écoutons avec Ndeya Wabey. Nous avons des résultats satisfaisants au CFE, des résultats satisfaisants au BFM. Nous avons beaucoup d'efforts à faire pour améliorer les résultats du bac. Mais aujourd'hui, malgré ces résultats satisfaisants, nous n'avons pas encore d'élèves admis aux différents concours nationaux. Donc le défi, c'est le défi de la qualité, c'est le défi de l'excellence. C'est pourquoi nous demandons à toute la communauté éducative de nous accompagner pour relever ensemble ces défis. L'objectif, c'est de détecter très tôt nos meilleurs élèves, les suivre pour demain avoir des lauréats aux différents concours nationaux. Et nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau de l'Académie de Kaffrine un dispositif qualité pour demain aller vers l'excellence. En tout cas, ça a été une bonne réussite et ce sera une émulation pour les élèves, pour les enseignants. Au niveau des séries scientifiques, nous sommes en train de développer un programme qui consiste à développer l'enseignement des sciences, des mathématiques, de la technologie et du numérique. Aujourd'hui, c'est que Kaffrine a eu à présenter des Miss Math au concours national et nous sommes en train de développer des stratégies pour améliorer les sciences et les mathématiques ici à Kaffrine.
Élection de représentativité des centrales syndicales. Le QSEMS Authentique rejoint la CSA. Les deux structures syndicales promettent de bien prendre en compte les préoccupations des travailleurs une fois la victoire acquise. Elles ont signé une convention de partenariat ce matin. Écoutons le secrétaire général de la CSA, Iliman Diouf, avec Ibrahim Makan. Nous avons retenu ensemble d'aller lors de ces élections générales de représentativité. Ces élections sont aussi importantes que toute forme d'élection. J'ai l'habitude de dire que les populations, les travailleurs sont prêts à mouiller le maillot pour élire des présidents, pour élire des députés. Mais il faut qu'ils sachent que ce qu'ils doivent faire pour ces élections, c'est d'élire la centrale qui doit les représenter pendant ces 5 prochaines années. C'est différent des élections politiques, parce que les politiques, vous les élisez, après vous ne les verrez plus. Par contre, vous élisez des représentants des travailleurs, c'est eux qui siègent tous les jours pendant 5 ans pour votre destinée. Si vous faites un mauvais choix, vous assumerez pendant 5 ans. Je pense que nous l'avons dit, la CSA est la centrale qui, de par son statut, de par ce qu'elle dégage en termes de démocratie interne, la centrale qui est la centrale à mettre en avant pour que nous puissions prendre en charge nos préoccupations. Les préoccupations, je pense que nous les avons listées. C'est les conditions de travail. C'est comment faire en sorte que la question des décisionnaires soit réglée. L'autre grand titre de cette édition, le budget du ministère des Sports a connu une hausse de 13 milliards de francs CFA. La Diop était devant les parlementaires. Aujourd'hui, il a annoncé la création prochaine d'une agence de gestion des infrastructures sportives. L'exploitation de l'arène nationale ne sera plus gratuite pour les promoteurs, annonce qui a créé déjà lire de certains promoteurs. Explication, cher Sadibou Diarra. De 24 milliards de francs CFA, le budget du ministère des Sports est passé à 38 milliards pour l'exercice 2024. Une prévision approuvée par l'Assemblée nationale. Un lieu choisi pour l'annonce d'une création d'un organisme de gestion des infrastructures sportives. Projet de création de l'Office de gestion des infrastructures. Il y a un projet de création de l'Office de gestion des infrastructures sportives. Le projet de décret est déjà transmis aux services compétents de la primature. Bientôt, l'examen de ce décret. L'Office va s'occuper de la gestion et de la rentabilité des infrastructures qui ont coûté cher à l'État. Cela va participer à rehausser l'économie du sport sénégalais. Ne s'arrêtant pas en bon chemin, le ministre sonne la fin prochaine de la gratuité de l'exploitation de l'arène nationale. L'arène nationale a ses charges. L'État y a investi beaucoup d'argent. Il faudra s'entendre avec le milieu sportif sur l'exploitation de l'infrastructure qui doit être payante. Nous allons en discuter avec le CNG de lutte pour trouver la bonne solution. Une décision qui n'ébranle pas les promoteurs de lutte. Ils regrettent simplement la démarche. Sachez que les promoteurs payés le stade Iba Mar Diop, le stade Demba Diop et le stade Léopold Sédar Senghor. Donc aujourd'hui, si un nouveau ministre vient et prend la décision comme quoi on doit payer, nous sommes d'accord parce que ces paiements ont été annulés, voire même supprimés en marge de la pandémie Covid-19. Mais je pense que l'idéal était pour monsieur le ministre des Sports en premier de rencontrer les acteurs de l'arène sénégalaise, d'en parler, partager et puis vraiment recueillir leur avis. Bon, maintenant, du moment que nous avons reçu l'information, nous prenons acte en attendant d'être notifiés. Le sport sénégalais est à la croisée des chemins pour son financement et sa professionnalisation. La gestion et l'entretien des infrastructures font partie des priorités à relever au plus vite. Et en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, vous le savez, en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le ministre des Sports annonce la création de fan zones dans les 46 départements. Le voici. Les dispositions sont effectivement prises pour mettre l'équipe nationale dans d'excellentes conditions de performance. Le président de la République a donné toutes les instructions
aux services et aux ministères concernés pour que d'emblée, toutes les dispositions soient prises pour aider l'équipe à remplir pour une deuxième Coupe d'Afrique. Et je profite à ce niveau pour dire que le président de la République a mis à la disposition des Sénégalais des fan zones dans les 46 départements du Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info la suite avec Pape Abdoulader et son invité, le professeur K, pour parler de la bonne nouvelle du moment, la première transplantation rénale au Sénégal. Restez avec